J'ai plus de l'anxiété à interagir avec les autres humoristes dans les loges que de monter sur scène. Le défi, il est plutôt là pour moi. Les gens étaient là. Camille Caron, l'idiote du village qui n'a rien compris, qui ne comprend rien à la politique et qui ferait bien de fermer sa gueule parce qu'en fait, ce n'est pas son domaine, elle n'y comprend rien. Et j'avais reçu une lettre d'insulte qui était là, voilà, cette Camille Caron, cette idiote de Camille Caron qui n'ira même pas à la fin de ses propres études. Je crois que si j'ai fait des études, au fond, c'était pour prouver à ces gens que j'étais pas bête. Ouais. J'ai eu des scènes compliquées où vraiment je me désolidarise de moi-même. Enfin, non, il y a vraiment, tu sais, des fois c'est méga difficile. Tout se joue dès les premières secondes. C'est vrai. Et si t'arrives pas à voir le public, après tu rames pour l'avoir. Et des fois tu le perds en cours de chemin. Ou des fois tu dois batailler tout le long pour le garder avec toi. Alors bonjour Camille. Hello. On vient de boire un café ensemble, mais bonjour quand même. Bonjour. Je suis hyper contente de t'avoir pour ce nouvel épisode de Pivas Club. Est-ce qu'on révèle tout de suite le secret ou... Allons-y, Okay. Allons-y, parlons. Non, il faut savoir que Camille, c'est ma cousine de 2e degré. Mais en plus, moi, c'est pas très clair. Notre lien. C'est nos grands-parents, nos grands-pères qui étaient frères. Ouais, Okay, c'est ça. voilà, Nos c'est ça. pères sont cousins. Ouais. C'est ça, ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'on se connaît pas tant que ça. Et ça me tenait à cœur de t'avoir sur le podcast parce que en ce moment, je vois que tu fais toutes les scènes de Suisse romande, voire plus. Enfin, t'es allée un peu... Je suis allée un peu en France, vite fait, à Strasbourg ou bien au bord du lac, trucs comme Annemasse. Ouais. Donc voilà, donc il faut savoir que tu fais du stand-up. Exact. Et puis, on a le même nom de famille, on vient du même village, pour bien rentrer dans les clichés malaisants tout de suite. Mais est-ce que tu peux te présenter avec tes mots en quelques mots, quoi. Oui. Déjà, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Et je m'appelle Camille Caron, comme toi, Caron. Et je suis originaire de Fuy. Et j'ai 27 ans. Je suis actuellement en train de terminer mon master en sciences sociales. J'écris mon mémoire, là, actuellement en sociologie. Et je fais du stand-up depuis 2 ans et demi, maintenant. Ouais. C'est à peu près ce que je fais. Ok. Comment elle s'articule un peu une semaine type? Ouais, à côté de ça, je suis en stage aussi actuellement, à 50%. Ah ouais? Ouais, Okay. à l'université de Fribourg, au service social, pour le bien-être étudiant. C'est toute l'ironie de ma vie. Pourquoi ironie? Parce que j'avais un peu envie de me flinguer pendant mon bachelor. Et finalement, voilà, une version plus apaisée de moi en master est au service bien-être étudiant. Et donc, je suis à 50%, donc je travaille le lundi, le mercredi et le vendredi. Et le mardi et le jeudi est dédié à l'écriture de mon mémoire, actuellement. Et en dehors de ça, je fais 1 à 3 scènes par semaine. Waouh. Ouais. C'est énorme. Enfin, pour moi, semaines, je me dis, c'est énorme. Ouais, c'est des semaines assez chargées, effectivement. Comment tu vis le fait de monter sur scène? T'es stressée? Tu commences à avoir l'habitude après 2 ans et demi? Ouais, alors toute la première année, c'était une angoisse horrible. Genre, je pouvais rien faire de mes journées quand j'avais une scène le soir. Toute la journée, j'étais trop stressée pour faire autre chose et je la dédiais à m'entraîner ou à perfectionner mon passage. Et maintenant, j'ai quand même pris un peu plus de recul et je suis un peu plus chill par rapport à ça. Et c'est pas viable autrement. Enfin, quand t'as une vie à côté, tu peux pas te permettre de rien faire de ta journée juste pour stresser. Et donc maintenant, ça va faire 1 an que je commence à prendre du plaisir véritablement à jouer. Je suis moins stressée. Après, il y a quand même toujours certaines scènes où je suis stressée, où je peux pas faire grand-chose d'autre de ma journée. Okay. Comme quand tu m'as vu jouer, je faisais mon premier 20 minutes. Là, c'est clair que tu t'entraînes, quoi. Donc, avant de monter sur scène, ça va de mieux en mieux, on va dire. Ça va de mieux en mieux. On a toujours un peu de stress. C'est vrai que je t'ai vu la semaine passée dans un comedy club à Lausanne, le Comedy Club 13. Exact, ouais. Qui est trop cool, d'ailleurs. Franchement, je l'ai découvert... je suis allée voir une scène avant la tienne... quelques semaines avant et j'aime trop cet endroit à Lausanne. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien le stand-up. Sur scène, t'as dit que t'étais quelqu'un d'anxieuse. C'est juste? Ouais. Je suis quelqu'un d'anxieuse. Ouais. Comment est-ce que ça se fait que quelqu'un d'anxieuse va à tout prix monter sur scène? Et puis je te le disais d'ailleurs avant qu'on commence l'enregistrement que pour moi c'est suisse. Enfin, j'admire et je suis beaucoup d'humoristes et de stand-uppers. Mais en même temps, je me dis mais c'est vraiment des
des suicidaires, quoi. Enfin, tu as tellement de publics différents, parfois tu flops, enfin, c'est quelque chose... Enfin, tu te mets vraiment dans une zone d'inconfort. Et je me dis, comment est-ce que quelqu'un d'anxieuse se dit du jour au lendemain... Bon, je pense pas que c'est du jour au lendemain, parce que ça a toujours été un peu dans l'humour, on en reparlera. Mais comment ça se fait que tu t'as voulu monter sur scène? Ouais, c'est très étrange. J'ai une anxiété aussi assez ambivalente. C'est-à-dire, j'ai une anxiété sociale plus dans mes interactions sociales. Face to face avec une personne que je connaîtrais pas véritablement et où j'ai de la peine à avoir des small talk et où ça me stresse d'être dans un lieu avec des gens que je connais pas forcément. C'est pour ça qu'effectivement en soirée je vais boire beaucoup d'alcool pour aller à ces interactions, mais sur scène il y a quand même cette distance avec le public où t'es pas forcément obligé d'avoir des interactions dans le public. C'est vrai que le stand-up, il y a ce truc où on brise le 4e mur et on va avoir des interactions, mais c'est pas forcément obligé. Donc j'ai un peu là, c'est un peu moi et moi-même finalement, et j'ai pas trop d'anxiété. J'ai plus de l'anxiété à interagir avec les autres humoristes dans les loges que de monter sur scène. Le défi il est plutôt là pour moi. Mais après dans cette chose de se mettre un peu en difficulté, puis de peut-être aller au devant d'un bide, ça va. J'ai pas trop je suis assez à l'aise avec cette idée-là. T'as déjà vécu des gros bides ou pas? J'ai jamais vécu le gros bide de silence, de mort pendant 10-12 minutes, ça je l'ai jamais vécu, mais j'ai eu des scènes compliquées où vraiment je me désolidarise de moi-même. Non, il y a vraiment, tu sais, des fois c'est méga difficile, tout se joue dès les premières secondes. C'est vrai. Et si t'arrives pas à voir le public, après tu rames pour l'avoir, et des fois tu le perds en cours de chemin, ou des fois tu dois batailler tout le long pour le garder avec toi. C'est très compliqué, c'est une science très étrange, le stand-up. Des fois tu comprends pas forcément pourquoi ça marche, des fois ça marche pas. Il suffit d'un mot pour les perdre, les brusquer, et des fois je me rappelle d'une scène où je sais pas, il y avait toute une sortie de boîte d'une fiduciaire valaisanne de 50 ans qui était là, et puis et je suis partie avec un mindset de ça va pas le faire, tu vois. Et si tu pars avec un mindset de ça va pas le faire, ben ça va pas le faire, effectivement. Et là, j'avoue, je me suis désolidarisée de moi-même, et juste tu récites ton texte, en général tu vas plus vite, tu prends moins le temps, et ça se voit que tu passes pas un bon moment, eux ils passent pas un bon moment, et c'est pas un bide, mais tu sais, t'as pas beaucoup de rire, mais c'est viable quand même. Mais tu sors de là, tu te sens pas bien. Mais pour autant, ça t'a pas découragé de remonter, quoi. Non, t'es obligé. Enfin, le bide, c'est trop con de dire ça, mais les formateurs, c'est vrai, parce que si tu bides jamais, tu t'améliores jamais. Je pense que c'est dans les situations aussi de difficulté où t'apprends le plus, quoi. Parce que si t'es toujours sur des scènes à l'aise, où tu sais que c'est un public qui match un peu tes valeurs et qui match un peu ta vibe, c'est des scènes super valorisantes qui se passent super bien et tu passes un super bon moment, mais est-ce que c'est les plus est-ce que c'est celle où tu apprends le plus? Je suis pas certaine non plus, tu vois. Ce qui est intéressant dans le stand-up, c'est de faire rire des personnes que tu penserais pas faire rire à la base, et c'est là que t'es vraiment bon, en fait. C'est que tu arrives à prendre des gens dans ton univers et dans ton système de pensée, tu vois. Autrement, c'est acquis et puis c'est moins difficile, donc c'est... Ouais. Comment tu qualifierais ton humour? Je sais pas, je pense que c'est beaucoup d'autodérision, je pense, et puis ça peut virer aussi un peu sur l'absurde. Et moi, j'aime beaucoup travailler sur les silences aussi, et sur les coupures de rythme, et c'est ça qui m'intéresse, et... Voilà, je suis toujours en perpétuelle évolution. Je crois que j'ai pas encore tout à fait défini ma persona. C'est pas encore... on travaille. Je crois que je suis pas encore certaine de savoir véritablement où je me dirige pour l'instant. Mais c'est sur ça. Moi, j'aime bien tester les limites de l'absurde et du malaise, en tout cas. C'est sur quoi j'aimerais tendre, en tout cas. Ok, je vois.
Toi, tu consommes quel type d'humour en général? Est-ce que tu as des humoristes que tu aimes particulièrement? Ça, c'est une bonne question, une question que j'ai de la peine à répondre parce que c'est vrai que j'ai pas été une très grande consommatrice d'humoristes quand j'étais jeune. Je me rappelle, j'avais des potes quand j'étais petite, genre quand j'avais 10-12 ans, elles voulaient tout le temps regarder Gad Elmaleh, le DVD de Gad Elmaleh. Moi, ça me saoulait. Le DVD, ouais, ça me saoulait trop. Parce qu'en fait, déjà, un spectacle, c'est long. Et en fait, j'avais pas l'attention nécessaire, je crois, pour suivre un spectacle. Et en fait, c'est vrai que l'humour, ça demande une attention quand même assez particulière parce que dès que tu décroches, ben, t'as plus les ressorts ensuite de la vanne pour rire, tu vois. Donc, tu dois être quand même assez attentif. Et moi, c'est vrai que je suis pas très attentive. Donc, pendant longtemps, je regardais pas trop. Après, c'est vrai que j'aimais beaucoup des humoristes comme Florence Foresti ou des choses comme ça. Et après, en grandissant, c'est vrai que moi, je me suis plutôt tournée vers les créateurs et créatrices de contenu sur Insta. C'est plutôt l'humour à sketch plutôt. L'humour à sketch, ouais. Tu vois, maintenant, par exemple, j'aime beaucoup Emma Beaujean. Je sais pas si tu vois, c'est des Instagrammeuses. Emma Beaujean ou ce genre d'humoriste. J'ai pas envie de décrocher leur nom, donc je vais pas leur dire. Mais c'est vrai que plutôt des créateurs de contenu sur Insta, quoi, qui faisaient des petits sketchs, un peu des trucs comme ça. Ou sur YouTube, des youtubeurs ou youtubeuses, tu vois. Bon, à l'époque, Natou, genre à l'ancienne. Ah ouais, tu vois ce genre de trucs. C'est plutôt des trucs comme ça que je regardais. Et puis maintenant, je regarde des humoristes parce que c'est quand même en regardant qu'on apprend aussi. Et j'aime beaucoup... bien sûr, à l'époque, avant que je fasse du stand-up, il y avait Paul Mirabel ou des personnalités comme ça qui m'inspirent beaucoup. Maintenant, Julien Santini aussi, qui est un humoriste que j'aime beaucoup, qui travaille beaucoup sur des coupures de rythme. Et c'est des choses qui m'intéressent. Mais c'est vrai qu'à la base... et aussi, je trouve que c'est dur de regarder des autres humoristes parce que tu te compares, tu sais. Ouais, et forcément, t'es là... Purée, je suis tellement pas drôle à côté de ces gens. Il y avait une série qui était sortie sur Netflix qui s'appelait Drôle. Je sais pas si tu l'as vu. Oui. Je l'ai vu, mais j'ai pas trop croché. Ouais, je pouvais pas la regarder en fait. J'ai regardé un épisode et après en fait ça me filait de l'anxiété. Parce que j'avais l'impression de voir ma vie. C'est une série où on suit un humoriste qui essaye de percer à Paris. Ouais. Ça me foutait le stress, quoi. Je pouvais pas regarder. Ça me foutait trop le stress. Ok. Ouais. Comment est-ce que t'en es arrivée à faire du stand-up? Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas trop. Est-ce que depuis petite, tu veux faire rire les gens? Enfin, pourquoi est-ce que t'as cette envie-là de faire rire? Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que c'était toujours une manière dont on avait de définir ma personnalité, c'était que j'étais drôle. C'était une manière dont je me définissais aussi. Et l'humour, c'est vrai que pour moi, ça a toujours été un moyen une sorte d'intégrateur social où je pouvais me sentir à l'aise. J'étais là, ok, moi, ma place, c'est la meuf drôle. Et donc, je me suis construite un peu autour de cet archétype. Et puis, j'ai toujours fait un peu des blagues. Ouais. Non, pardon, je ne vais pas te couper. Non, mais est-ce que tu as été influencée par ta famille? Est-ce que tu viens d'une famille où on rigole beaucoup? Je crois pas. Non. J'ai pas une famille pas drôle, mais je crois que j'étais la drôle de la famille. Ouais. Et moi, on m'a pas forcément poussée non plus là-dedans, dans le sens où ma mère m'a toujours dit tu feras ce que tu veux dans la vie, mais d'abord tu fais des études. Ouais. Donc c'est vrai que moi, à la base, j'aurais plutôt voulu faire des études de théâtre, mais je fais pas des études de théâtre dans ma famille. On te l'a quand même dit comme ça. Ouais, j'ai l'impression que peut-être que si j'avais plus insisté, ça aurait été ok, tu vois, mais j'ai pas insisté. Et puis c'était pas forcément quelque chose auquel on valait, tu vois. Enfin, ouais, tu fais pas ça, tu vois. Donc j'ai fait des études d'histoire et de sociaux. Et puis c'était toujours un coin dans ma tête. C'est vrai que j'ai fait quand même un peu d'impro quand j'étais plus jeune. Puis sur Instagram, je continuais à faire un peu des petites vidéos ou des mèmes. Je faisais plutôt des contenus divertissants, on va dire. Et puis un jour, il y avait une scène de stand-up juste à côté de chez moi à Fribourg qui s'appelle toujours d'ailleurs le Strap. Et puis c'est vrai que le programmateur David Duda, voilà, je vais le citer. Était là, ouais, mais c'est vrai qu'il manque de meufs. Et puis et mes potes, elles étaient là, ouais, si jamais tiens son num et puis écris-lui. Et puis c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Du coup, j'ai pas trop réfléchi et puis j'ai écrit 5 minutes et puis j'ai été les jouer. Et puis j'ai jamais arrêté. Waouh. Voilà, c'est drôle quand même. Ouais. Mais c'est vrai que moi j'ai quand même des vagues souvenirs parce qu'on se suivait pas sur les réseaux avant récemment. Non. Mais j'ai quand même des vagues souvenirs où sur Twitter je voyais parfois passer tes tweets ou
On en reparlera, mais je sais qu'il y avait un sketch à toi qui avait fait parler, mais il y a longtemps. C'est vrai. Et bref, donc tu vois, je savais quand même, je voyais qui t'étais, je voyais que t'étais quand même active sans, tu vois, faire du stand-up, mais que sur les réseaux, t'as toujours été active et tu vois, tu tweetais des trucs drôles, des trucs, enfin, voilà. Donc c'est vrai que même dans ma tête, pour moi, Camille, c'était une meuf drôle. Et moi, j'ai toujours admiré ton autodérision. Enfin, je trouve ça... Ouais, moi, c'est un truc qui me manque parfois et parfois, je suis un peu trop sérieuse et genre, les gens qui ont de l'autodérision, je trouve ça... Enfin, je sais pas, je trouve ça puissant, quoi. Mais tu disais qu'il manquait de meufs sur cette petite scène à Fribourg. Comment tu vis le fait d'être une meuf qui fait du stand-up ? Ouais. Je te demande ça parce que là, je suis à fond sur un podcast qui s'appelle Dinguerie Room de Amel Chabi et où elle invite plein d'invités du milieu de l'humour français, quoi. Et toutes les invitées femmes, elles reviennent sur la difficulté d'être une femme dans ce milieu-là et puis surtout sur les scènes de stand-up. C'est-à-dire que effectivement, je pense que on est à peu près 30% de meufs, je pense, dans le milieu du stand-up. Personnellement, je peux... Attends, est-ce que je pourrais te sortir un nom d'humoriste suisse, femme, comme ça, non ? Ouais. Tu vois, un grand nom. Non, mais c'est vrai. Il y a Marina Rollman. Ah oui, Marina Rollman. Mais elle est moitié française, non ? Qui est plus en France maintenant, effectivement. Ouais. Et puis que moi, j'ai pas connue sur les plateaux parce qu'elle a commencé bien avant moi. Mais c'est là que... C'est vrai que la difficulté, elle se joue à plusieurs niveaux. J'ai l'impression, déjà d'un point de vue très basique, d'un point de vue social, où c'est vrai que tu sens la diff. En fait, quand tu arrives sur un plateau où il y a que des hommes qui sont potes entre eux, il y a un peu ce truc de ouais, on est des mecs et on se comprend. Et t'es cette meuf à côté où des fois, même si je dois dire honnêtement que le milieu stand-up vraiment est très bienveillant et que honnêtement, majoritairement, c'est des gars très sympas, tu vois, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais tu sens que c'est une énergie différente, tu vois. Et t'as ce truc où, bah voilà, c'est des mecs qui sont potes et qui font déjà des blagues entre eux dans la loge. Et puis finalement, monter sur scène, c'est qu'une continuité de cette énergie-là. Et toi, t'es cette meuf et ça te met un peu dans une condition où toi, t'es pas dans ce mood un peu de « Ah, je suis avec mes potes et je vais les faire des blagues sur scène », tu vois. Déjà, ça... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais tu te sens pas forcément intégrée dans la dynamique de groupe. Tu te sens pas forcément intégrée dans une dynamique de groupe et ça crée toute une énergie, en fait, où toi, t'es pas dans un mindset « Ok, je vais aller faire des blagues » et c'est qu'une continuité de la loge où je vais continuer à faire des blagues et je me sens un peu à la maison et en fait, la scène, c'est que mon salon, tu vois. Non, t'as ce truc un peu d'or. Ok, je suis pas forcément à l'aise avec les gens avec qui je suis parce que... Voilà, c'est des hommes et c'est différent. Et tu sens la différence quand tu joues sur un plateau où il y a une autre meuf, ou si c'est des plateaux de meufs, c'est une autre énergie, tu vois. Il y a un truc un peu de sororité qui se crée, un truc de bienveillance entre meufs. Pas dans le sens où les hommes sont pas bienveillants, mais dans le sens où on se comprend, et puis on se tire vers le haut, et c'est cool, et on y va, et on joue. Et ça, déjà, c'est très différent, je pense, dans la manière d'appréhender la scène par rapport... d'un point de vue très psychologique, en fait, et de mindset. Et puis ensuite, je sais pas... par rapport à la question de légitimité, c'est toujours compliqué. Est-ce qu'on nous écoute plus ou moins en tant que femme ? Est-ce qu'on a plus ou moins notre place en tant que femme ? Parce que c'est vrai que d'un point de vue très social, historique et politique... l'espace social, il n'est pas réservé aux femmes. Donc c'est vrai qu'être une femme qui prend la parole, c'est fort. Et il y a ce truc un peu qui ressort, mais les femmes qui font de l'humour, elles ont intérêt à pas être trop belles non plus, tu vois. Il y a ce truc, déjà, vous prenez la parole, et déjà, si vous êtes trop belle, on va moins vous écouter. Et puis déjà, il y a ce truc aussi de misogynie très intériorisée de est-ce que les femmes sont pas un peu jalouses aussi des femmes qui font de l'humour et qui seraient trop belles ? C'est un discours que j'entends aussi. Ok. Que je sais pas s'il est vrai ou faux, mais que j'entends des fois. Et puis aussi, dernièrement, il y a cette question des quotas. Parce que souvent, c'est un truc qui ressort de « il nous faut une meuf ». Et du coup, on va prendre une meuf pour jouer au milieu de 4 gars. Est-ce qu'on nous prend parce qu'on est drôle ou parce qu'on est des femmes ? Des fois, c'est quand même une interrogation, tu vois. Parce qu'il faut quand même une certaine parité. Et ça c'est vrai que c'est assez relou. Alors, c'est vrai que des fois, il n'y a que des plateaux de meufs qui sont organisés. Je trouve qui est cool parce qu'il faut donner de la visibilité aux femmes. Mais qui ne devrait pas exister, en fait. Il devrait avoir une certaine parité d'entrée de jeu. Mais le fait qu'il y a moins de meufs aussi. Donc,
Je sais pas si à quelque part on tire notre épingle du jeu aussi parce que on est une meuf, du coup on nous invite sur des plateaux. Mais est-ce qu'on nous invite pour les bonnes raisons? Ça, je suis pas sûre, tu vois. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, on est là. Toujours debout. Ouais. Bah, je pense qu'il y a un peu cet aspect-là de entre soi où tu sais c'est un monde de mecs et tout, où c'est compliqué de s'intégrer et puis sans faire partie de ce monde-là, je me dis si t'arrives, t'es une meuf toute pimpée et tout, on va encore plus pas forcément t'intégrer dans le groupe quoi. Mais je trouve que le public aussi avec les femmes, il est pas tendre. Hein. Enfin, pour avoir fait plusieurs, je vais assez fréquemment voir des comédie clubs. J'ai l'impression qu'il y a un peu... Alors, est-ce que je psychote? Mais je pense pas. Mais j'ai l'impression que dès qu'il y a une meuf qui monte, et même moi, intérieurement, je pense que j'ai déjà eu la pensée, même si j'ai honte de le dire, mais de me dire, ah, c'est une meuf, j'espère qu'elle va être drôle, tu vois. Parce que j'ai l'impression que souvent, il y a ce truc de, surtout, les mecs, tu vois, qui disent assez facilement, non, mais de toute façon, les meufs... c'est pas drôle, tu vois. Et en plus, ça me fait trop chier quand c'est la seule meuf du plateau et qui est pas drôle. Parce que ça arrive parfois, tu vois, et tu dis, ah, purée. Et enfin, bref. Je trouve que le public, il est vraiment pas tendre. Ouais, c'est vrai. Enfin, je sais pas, parce que je suis pas un homme, donc ce serait intéressant de comparer si je ressens ça différemment. Mais c'est vrai que je le vois, par exemple, plus sur les réseaux sociaux ou sur les vidéos, dans les commentaires. Si c'est le passage d'une femme, ils vont être là, les femmes sont pas drôles, ou les femmes sont incapables de parler autre chose que de cul et des hommes, alors que c'est pas vrai, en plus elles parlent même pas de ça, mais c'est vrai qu'il y a de la misogynie dans les commentaires. Et c'est vrai ce truc de performativité où, en fait, nous, quand je discute avec mes collègues femmes, il y a ce truc j'ai l'impression que pour toutes les femmes qui se sont lancées dans le stand-up, ça a été une réflexion beaucoup plus réfléchie que les hommes. Où les hommes, tu sais, il y a un peu ce truc implicite de « ouais, mais les hommes, ils sont drôles et les hommes, ils ont le droit de parler ». Et les femmes, elles vont être là « ok, moi, je vais bien préparer mon coup, je vais bien préparer mon écriture, je vais bien m'entraîner et ensuite, seulement après ça, je vais passer parce qu'en fait, j'ai pas le droit à l'erreur ». En fait, les femmes, elles doivent tout le temps travailler plus, mais que ça soit... C'est pas seulement dans l'humour, hein, c'est dans les études, c'est dans le milieu professionnel, c'est dans toutes les sphères. Les femmes travaillent plus, d'ailleurs, pour arriver au même niveau que les hommes. Et dans l'humour, ça déroge pas à cette règle, où effectivement, beaucoup de femmes vont travailler plus que beaucoup d'hommes lambda qui vont se lancer dans l'humour, tu vois. Et c'est comme ça, parce qu'on nous attend au tournant, en fait, littéralement. On n'a pas le droit à l'erreur. Ouais. Toi, tu te considères comme une humoriste féministe? Je sais pas. Je pense que, comme dit avant, c'est un acte féministe déjà de faire du stand-up en tant que femme, parce que c'est pas notre place sociale de prendre la parole publiquement. Après, est-ce que j'intègre des discours féministes dans mes passages? J'ai pas l'impression. Moi, je suis une personne féministe, ça c'est certain. Est-ce que je l'explicite dans mes passages? On comprend que je suis de gauche quand même, ça, il n'y a pas trop de doute. Mais c'est difficile quand même de traiter les thématiques féministes. Ouais. C'est difficile. Mais je pense que c'est parfois plus impactant de le faire comme tu le fais. Enfin, pas de dire je suis féministe et je veux vous mettre ça dans la tête, tu vois, mais de façon contournée ou... Je pense que parfois c'est plus impactant, hein, parce que les gens se braquent moins, parce qu'il y a encore plein de gens qui se braquent quand on se dit féministe, quoi. C'est ça. Enfin, honnêtement, je veux pas non plus me tirer une balle dans le pied, quoi. Donc, je veux pas me mettre en difficulté sur des thématiques qui sont. Et déjà, très premièrement, est-ce que ça me fait rire le féminisme? Enfin, je crois pas que ça me fait rire. Tu vois, ça me met en colère, ça me touche, ça me blesse. Est-ce que je suis capable d'en rire? Je sais pas. Parce que c'est une thématique qui est pointue, qui est politique, qui est difficile, qui est difficile à faire passer des messages. Cette question de l'humour comme vecteur de pensée, j'y crois, mais dans une certaine mesure où en fait, je crois qu'il ne faut pas oublier que foncièrement, les gens ils viennent rire déjà. Et je ne sais pas à quel point on peut leur faire passer des messages. Moi, c'est quelque chose que je trouve magnifique. Et si l'humour peut être un moyen de déconstruction sur certaines thématiques, c'est super, tu vois. Mais je ne sais pas à quel point...
à quel point il faut être très fort pour réussir à le faire, en tout cas. Moi, je pense pas dans les thématiques féministes forcément, mais tu vois, à Fari ou Haroun, je sais pas si tu vois, qui sont quand même assez politisés dans leur discours, et je trouve qu'ils le font trop bien. Ouais. Tu vois, mais je pense que ça demande quand même de la finesse et c'est très technique. Mais, franchement, c'est le genre d'humour que j'apprécie, tu vois, où tu vois, ils prennent position, mais c'est pas, c'est de manière un peu détournée, ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Toi, est-ce que... je vais te poser la fameuse question. Est-ce qu'on peut rire de tout? T'as déjà n'importe qui. T'as déjà répondu un petit peu, mais pour éclaircir un peu... de tout moi, je crois qu'on peut pas rire de tout, tu vois. Si des gens veulent le faire, c'est leur droit. Moi, je sais que je vais pas rire de tout parce qu'il y a des choses qui me touchent trop pour que je puisse en rire. Il y a des choses que je trouve trop graves et trop sérieuses pour pouvoir en rire. Effectivement, je pense que tout sujet peut être amené d'une certaine manière pour qu'on puisse y réfléchir. Est-ce que ça va nous faire rire ? Je sais pas. Par exemple, moi, je sais pas, mais les féminicides, en fait, je trouve ça trop grave pour pouvoir en rire, tu vois. Et je crois que j'arrive pas à avoir le recul nécessaire avec la matière pour pouvoir en rire. Et en fait, si le public sent qu'il y a de l'aigreur, si le public sent qu'il y a de la colère, et si t'arrives pas à avoir cette distance avec la thématique, ça va pas être drôle. Et il y a des sujets que je vais pas aller vers pour l'instant, parce que je sens que j'ai pas la distance nécessaire avec le sujet. Et c'est vrai qu'il y a des choses aussi, quelque chose d'important, c'est que même si toi, admettons, tu as le recul nécessaire avec une certaine thématique, même si toi, tu le dis d'une façon qui pense pas à mal, tu sais jamais comment le public il va recevoir cette information. Et oui, tu peux faire des blagues racistes, mais tu vas être là, oui, mais c'est pour rire. Mais en fait, toi, tu le dis peut-être pour rire, admettons, mais en fait, le public, peut-être qu'il va le prendre très premier degré et va te là, oui, c'est très vrai, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de dangereux. Moi, je trouve faut faire attention, tu vois, parce que des fois, il y a des gens, tu sais pas comment ils interprètent les messages. Et après, ils peuvent les interpréter d'une manière qui est pas bénéfique et qui est pas de la manière dont tu aurais voulu que ça soit interprété. Ouais. Donc c'est ça aussi. Je crois qu'il y a une responsabilité quand même de l'humoriste derrière des mots qui sont dits. Parce que effectivement maintenant c'est un vecteur de pensée qui est important avec les réseaux sociaux. Alors effectivement ça peut vite partir en backlash ou vite être détourné. Mais je crois qu'il faut faire attention des fois quand même avec ce qu'on dit. Donc oui, on peut rire de tout. Je sais pas moi, je vais pas rire de tout, en tout cas. Tu vas pas rire de tout. Je vais pas rire de tout, en tout cas. J'ai pas envie d'avoir un humour qui fait mal aux gens. J'ai pas envie d'avoir un humour qui est oppressif. Puis je pense que j'ai quand même une responsabilité aussi en tant que personne, de personne blanche, d'une classe assez privilégiée, de pas non plus penser que je puisse tout dire et tout faire parce que je suis dans une position de privilège, tu vois, parce que c'est pas vrai. Je pense qu'il faut faire attention. Du coup, toi, t'as choisi surtout de rire de toi. Ouais. Tu disais qu'on comprend assez vite que t'es de gauche, mais en tout cas, quand je t'ai vu la semaine passée, c'est vrai que tu commences d'emblée en disant que t'es une femme de gauche, lesbienne, végane. Tu mets le package Eva Lézanne. Ouais. Est-ce que t'as pas peur parfois, parce que du coup tu parles beaucoup de toi, tu parles de ta vie, ta vie privée, tu dis ce que t'as envie de nous livrer, mais tu parles quand même de toi, de ta rupture amoureuse ou de choses qui te touchent personnellement. T'as pas peur parfois de parler de ta vie sur scène et de t'ouvrir en fait à des gens qui sont potentiellement pas forcément bienveillants? Ouais. C'est vrai que je mets assez vite les bases. C'est comme ça, au moins, le public, il sait qui je suis. Je pense que c'est important que les gens comprennent la DA assez rapidement. Voilà, ma DA, c'est ça. Lesbienne, végane et de gauche. Et c'est vrai que, oui, je parle de moi, donc ça peut être des sujets assez intimes où il peut ressortir une certaine vulnérabilité. Mais en fait, au final, c'est toutes des thématiques avec lesquelles je suis au clair. Et avec lesquels je suis alignée. Et ça, je crois que c'est le plus important, c'est que, comme je le disais avant, il y a des sujets, tu peux pas les traiter si t'as pas assez de distance avec. Et c'est la même chose pour la vie privée. Par exemple, tu peux pas
tu peux pas parler de ta rupture si t'es encore dans la colère, si t'es encore dans la tristesse, et si t'as pas assez digéré l'émotion, tu peux pas aller en parler sur scène parce que ça va se ressentir et il va y avoir un malaise avec le public. Donc, au final, toutes les choses dont je parle, elles me mettent pas véritablement en difficulté parce que c'est des choses avec lesquelles je suis alignée. Après, c'est clair que je pourrais recevoir de la haine parce que voilà, je suis lesbienne, admettons. Après, ça m'est jamais arrivé. Et puis, si ça devait arriver, ça pourrait m'arriver même en dehors de la scène. Donc, c'est aussi, voilà, c'est aussi un quotidien avec lequel je fais face. Et puis, les ruptures ou les choses de la vie, voilà, c'est des choses qui sont digérées, qui sont intégrées, qui passent. Et puis, que je joue sur scène parce que je suis à l'aise avec ça aussi. Donc, ça ne peut pas m'impacter, finalement. Ouais. Quand je le joue sur scène, c'est des choses qui ne m'impactent plus dans le présent, en fait. C'est des sentiments qui appartiennent au passé, mais qui vivent plus dans le présent. Et c'est important. Parce que si c'est encore trop vif sur le présent, ça ne marche pas avec le public. Parce qu'il le sent. Au pire... au mieux, il a de la pitié. Au pire, il est mal à l'aise, tu vois. C'est ça, tu vois. Ça va pas, ça. Ouais. Ok. Mais du coup, je l'ai mentionné rapidement avant, mais ça date maintenant, c'était en 2016 que tu as eu un bad buzz, on va dire. Enfin, ça dépend. Bad buzz. Ça dépend avec quelle perspective on regarde ça, mais est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette thématique-là et puis m'expliquer un peu comment tu l'as vécu? Parce que t'avais quel âge en 2016? J'avais 19 ans. 19 ans? Ouais, donc t'étais un bébé, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais tu sais que moi, j'avais complètement zappé. Les gens savent pas de quoi on parle, mais... Non, je vais expliquer. J'avais complètement zappé cette histoire. Et tu vois, en me préparant un petit peu pour cet épisode et tout, je suis allée jeter Google quand même, tu vois. Aïe. Et du coup, c'est ressorti, tu vois, l'article du Nouvelliste. Et j'étais mais purée, c'est juste. Enfin, ça m'a fait un retour en 2016, quoi. Et je me suis dit, mais cette histoire, elle est folle, quoi. C'est vrai. En fait, donc l'histoire, c'est qu'il y avait des votations. Oui. Et il y avait une votation de l'UDC qui était pour le renvoi des criminels étrangers. Et on avait reçu un prospectus à la maison, un tout ménage comme ça, qui disait « Pour protéger nos femmes et nos filles, votez oui au renvoi des criminels étrangers ». Et puis moi, j'avais reçu ça, puis c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et du coup, j'avais fait une vidéo Facebook, ce qui est bien dans son jus quand même, en 2016. J'avais fait une vidéo Facebook où voilà, c'était un peu sur un ton humoristique où j'étais là, voilà, c'est nimp. Et j'avais eu beaucoup de vues sur Facebook, 300 000 vues à l'époque, c'est beaucoup, tu vois. Est-ce que tu as dépassé ça depuis ou pas? Je crois que je dois être à 360 000, un truc comme ça, ouais. Et bien sûr, backlash de fou de la part... Alors, plus de positifs que de négatifs, quand même. En gros, dans cette vidéo, tu te moquais un peu de cette propagande. Tu disais, mais nous, pauvres petites femmes, on a besoin de nos hommes pour nous protéger. Exactement, c'était ça, ouais. C'était exactement ça. Et plus de retours positifs que négatifs, mais en général, on restaure quand même toujours le négatif dans ce genre d'expérience. Et j'ai vu un backlash de l'UDC, bien sûr, beaucoup quand même du cyberharcèlement, je pense qu'on peut en parler avec le recul. Beaucoup de DM, vraiment incitation au viol, au meurtre. On m'a dit des choses profondément misogynes, aussi islamophobes, parce que bien entendu, voilà, il y a plein de sortes d'amalgames qui en découlent. Et c'est vrai, moi j'avais 19 ans et j'étais un peu là, PTDR. Enfin, pour de vrai, tu l'as vraiment vécu comme PTDR, mais je pense que j'étais dans une... Alors, on l'a compris, mon mécanisme de défense, c'est l'autodérision. Ouais. Et donc, je pense que j'étais dans un truc très distancé de ça, même si je me souviens avoir désactivé mon compte Facebook pendant 7 heures, parce que j'en pouvais plus, en fait. Ouais. J'en pouvais plus de ça. S'en est suivi des articles de journaux, un passage à la radio. On m'invitait à passer à la télé, mais j'y suis pas allée parce que j'avais pas le temps. Et tout ça, Qui t'avait appelé à la télé? Le Lémon Bleu. Ok. Non, mais quand même. Ouais, quand même. Ouais, mais tu sais, c'était un peu des télés locales, je sais pas où. Et c'est vrai qu'à posteriori, je pense que ça a eu plus d'effet que je l'ai cru sur le moment. Parce que j'avais aussi reçu une lettre d'insulte. Mais non. J'avais reçu une lettre d'insulte qui était là. Parce qu'en fait, j'étais vraiment... En fait, je crois que ce qui m'a le plus impacté là-dedans, bien sûr, critiques sur le physique, etc. Mais c'était surtout les critiques sur mon intelligence.
les gens étaient là, Camille Caron, l'idiote du village qui n'a rien compris, qui ne comprend rien à la politique et qui ferait bien de fermer sa gueule parce qu'en fait, ce n'est pas son domaine, elle n'y comprend rien. Et j'avais reçu une lettre d'insulte qui était là, voilà, cette Camille Caron, cette idiote de Camille Caron qui n'ira même pas à la fin de ses propres études. Je crois que si j'ai fait des études, au fond, c'était pour prouver à ces gens que j'étais pas bête. Mais je crois que ça m'a beaucoup impacté finalement sur les sentiments de légitimité intellectuelle déjà. Et ouais. Mais parce qu'il y en a, je pense, qui ont pris ça au premier degré. Ouais, très premier degré. Ouais, mais en plus... La lettre, elle était anonyme? Non, elle était signée. Ok. Je sais pas si je l'ai toujours, je crois pas. Mais t'as pu voir qui t'avait envoyé cette lettre? Ouais, c'était un vieux gars de 60 ans qui avait une photo de profil de Doberman, tu vois, genre c'est ce genre de personne. Mais ouais, ça a été très impactant, je pense. Et après, il s'est passé un truc bizarre sur Facebook où j'avais tout d'un coup, après, un certain pouvoir public où tous les gens allaient écouter ce que je disais, tu vois. Je pouvais dire n'importe quoi, les gens étaient là. On va contacter Camille Caron. Genre, il y avait eu quelques mois plus tard le carnaval de Fuy qui avait fait un thème qui était balance ton masque. Et j'avais fait un petit post Facebook où j'étais là, franchement, les gars, je trouve ça pas très délicat. C'est pas très drôle, en fait, les agressions sexuelles. Et je trouve ça pas drôle de faire un thème politique sur balance ton porc alors qu'il y a des... Bref. Et puis... Mais attends, j'ai pas compris. Balance ton masque. Ouais, c'était le thème du carnaval de Fuy. Mais je comprends pas ce thème. Non, mais pour... Okay, balance ton masque de ton loup de carnaval, tu vois. Ok. Ouais, non, mais je vais pas commencer à casser du sucre sur... c'est pas le moment de ranimer les dossiers du passé, tu sais. Mais voilà, j'avais mis un peu dans la sauce le carnaval de Fuy, tu vois, parce que j'étais assez nulle comme thème. Voilà, je le dis, c'est nul. Mais franchement, c'est très nul. Enfin... Et du coup... Voilà, après, je m'étais retrouvée dans un truc. Voilà, Camille Caron, la féministe, la grande gueule, a dit ça encore. Et puis, il y avait un journaliste qui m'avait appelée, mais j'étais en vacances. Du coup, j'avais pas répondu. C'était là, Camille Caron est en déplacement professionnel. Je disais, pas du tout, je suis à Liverpool, je bois des pintes, tu vois. Mais c'était là. Il y avait trop une attention qui était portée sur ce que je disais, alors que j'étais juste une meuf qui disait des trucs sur Facebook. Ouais. Et après, voilà, j'avais dû aller serrer la main au président du carnaval de Fuy, faire un article dans le journal de Fuy pour dire qu'en fait, il n'y avait pas de problème, que je m'excusais. En fait, je m'excuse pas du tout, je suis désolée. J'avais 10 devant, mais j'étais là, oui, je veux pas de problème, tu vois. Ouais. Et après, il s'en est suivi un peu où j'avais tout d'un coup une légitimité. Ouais, t'avais une présence médiatique, quoi. Enfin, exactement. T'étais la référence féministe valaisanne. Ouais, exactement. Ouais. C'est drôle. C'est très drôle. Mais ouais, t'avais pas mesuré, je pense, l'ampleur de ton discours, quoi. Ouais, je pensais pas que ça aurait autant d'impact, tu vois. Ouais. Avec le recul, je le regrette pas du tout. Mais c'est vrai qu'à 19 ans, on est non, mais c'est très jeune. hardcore, hein. Ouais. Franchement. Et je comprends. Enfin, moi, je me dis, mais les gens, je comprends pas. Même si t'es taré dans ta tête et que tu penses pas. Enfin, moi, je pense comme toi, donc. Mais où voilà, tu comprends pas et tout, mais qu'est-ce que tu vas commenter sous une photo d'une gamine, sous une vidéo d'une gamine et l'insulter, enfin. Ouais, c'est dur. Franchement, c'est dur. Après, ouais, franchement, c'est des attaques gratuites souvent en plus. Ouais. T'as encore beaucoup de commentaires négatifs parfois sur les réseaux? Non. Ok. J'ai rien du tout. Ouais. C'est vrai que souvent j'ai des potes. Franchement, en plus, je trouve que j'ai souvent des discours quand même qui peuvent être clivants ou des posts comme ça, mais on vient jamais m'attraper ma veste. Jamais. Jamais en DM, jamais quoi que ce soit. Ouais. Je sais pas si c'est créer un truc où les gens ont compris que voilà, c'était de l'humour ou qui me suivent pas et viennent pas me dire quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Ouais. Alors que j'ai d'autres potes qui se font plus souvent écrire en DM alors qu'elles ont moins de visibilité, tu vois. Ouais, moi, peut-être que j'ai pas beaucoup d'hommes non plus qui me suivent. Hein. Honnêtement, j'ai peut-être réussi à construire une communauté aussi assez safe. Mais ouais, non. Ouais. Mon Dieu, les réseaux. Ouais. C'est vrai que parfois ça fait un peu peur. Hein. Ça fait peur. Ouais. C'est terrible. Mais tant mieux, franchement. T'as regardé un peu tes stats ou pas du tout? Mes stats? Ouais, sur Insta ou quoi. Enfin, tes stats. Tu sais, tu peux voir le pourcentage de femmes ou d'hommes qui te suivent. Oui, bah, je crois que c'est 80% de femmes. Okay. Ouais, et 20% d'hommes. Ouais. Je crois que les hommes ont vite compris que c'était pas... Il y a une influenceuse l'autre fois, je crois, qui invitait quelqu'un à aller à un concert avec elle. Elle a dit, mais je prends que les femmes, tu vois. Ouais. Et du coup, il y a des hommes qui lui avaient écrit en mode, mais pourquoi tu prends que des femmes? Non. Je disais, mais déjà, obvious, genre, je vais pas inviter un mec inconnu à venir voir un concert avec moi. Genre, une femme, c'est déjà plus safe.
Mais elle disait aussi que s'il y avait la possibilité sur TikTok de mettre l'option visible que par des femmes, elle le ferait, tu vois. Ouais, mais après, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une femme d'une 30aine d'années, puis qui a un enfant, mais qui est divorcée, et qui parle parfois un peu de ses petites dates, de ses amoureux et tout. Et elle se fait backlash sur les commentaires juste parce que c'est une trentenaire qui vit sa vie et puis qui sort, enfin bref. Et alors qu'elle a un enfant puis qu'elle a 30 ans, quoi. Donc ça choque pas mal de mecs. Ça choque pas mal, ouais. Donc ouais, mais non, franchement, je suis contente, hein. Je suis contente. C'est quoi la suite, là? Parce que je t'ai vu, c'était ton premier 20 minutes? C'était mon premier 20 minutes, ouais. 2 ans pour écrire 20 minutes sur la productivité. Déjà, 5 minutes, c'est... Faut tenir 5 minutes, hein. Ok. Et puis là, c'est quoi un peu les perspectives de carrière? Alors, je termine mon stage et mon mémoire cette année, normalement pour mon mémoire. Et puis l'année prochaine, je vais prendre une année sabbatique, on va dire. J'aimerais perfectionner mon allemand. Parce que voilà, c'est vrai que je suis comme ça. Ouais, je suis motivée. Pourtant, t'as passé combien d'années à Fribourg? 3 ans. Ça t'a pas aidé? Pas du tout. Des fois, j'oubliais qu'ils étaient là. Grave, c'est pas... Moi aussi, j'oublie que Fribourg, c'est bilingue. Ouais, mais même le Valais est bilingue. Ouais, tout à fait. Trop souvent. Mais pour moi, alors pas du tout. Vous évoluez pas avec moi. Et donc je perfectionnais mon allemand. Donc, ce qui signifie quand même que je veux quand même trouver un taf dans mon domaine d'études. Parce que, oui, alors je veux quand même toujours faire du stand-up, mais là, pour l'instant, je ne crois pas que je vais me lancer à 100% là-dedans. D'accord. C'est vrai que l'année prochaine, je vais dégager plus de temps pour l'écriture, pour perfectionner mon stand-up, peut-être pour développer un peu mes réseaux et apprendre l'allemand. Mais après ça, le but, c'est quand même de trouver un taf à 70% et puis continuer de faire de la scène à côté. Mais donc, ce n'est pas du tout une envie pour toi de vivre de l'humour? Ouais, pas pour l'instant en tout cas. D'accord. Mais c'est dans le sens où tu essaies d'être réaliste. C'est un peu la raison qui te parle ou vraiment c'est pas du tout ton rêve d'être humoriste? J'aime quand même la sécurité d'un emploi fixe et d'une rémunération fixe. Ouais. Parce que j'ai pas trop envie non plus de vivre précairement. Mais la vie d'artiste, ouais, ça a des limites. Et aussi parce que en fait, j'aime ce truc qui te rattache à quelque chose de très concret, puis à une réalité très concrète, et où ça te permet quand même de construire une routine plus stable, d'avoir un taf à côté et de pouvoir agencer le stand-up ou l'humour à côté d'une base solide, en fait. Parce que je constate quand même que je suis une personne qui a besoin de cadre pour évoluer, et je pense que c'est une bonne manière de cadrer ma vie, en fait, et de savoir un peu où je vais. Ouais. Après, je n'exclus pas le fait de ne faire que ça, mais c'est vrai que pour l'heure, je me projette plus dans un temps partiel avec l'humour à côté, quoi. Tu devrais créer un spectacle complet ou tu voudrais rester dans le stand-up? Je crois quand même c'est un peu la suite. Enfin, c'est vrai que ces dernières semaines, j'étais un peu là, mais c'est quoi le but, en fait? Je vais pas jouer dans des caves jusqu'à mes 30 ans. Enfin, ça n'a pas de sens, en fait, de faire le même 15 minutes pendant 5 ans. J'étais là, c'est pas de sens de faire ça, tu vois. Et du coup, j'étais là, ouais, je pense que déjà, mon prochain échelon, c'est de jouer à 30 minutes, ce qui va arriver en février. Et puis après ça, je pense que je vais faire un spectacle. Mais en fait, je me dis, mais ça n'a pas de sens, parce que je me dis, mais est-ce que les 30 minutes que je suis en train de roder maintenant, est-ce que même je les intégrais dans un spectacle? Je crois pas. Mais je suis toujours un peu dans une recherche de mon personnage, parce que même si c'est dans le stand-up, le but, c'est d'y aller toi. Et normalement, les puristes diront que voilà, le stand-up, c'est vraiment du one-line où tu fais pas des persos, tu fais ça, machin. Mais moi, j'ai quand même développé une sorte de persona qui est une version exagérée de moi. Mais je suis toujours en train de chercher cette persona, puis je suis toujours en train de chercher un peu vers où je me dirige, et voilà. Donc, je suis toujours en process. Oui, et puis 2 ans et demi, c'est pas... Enfin, quand je vois les carrières des humoristes, tu vois, t'es un bébé humoriste encore. Carrément. Je vois... moi, j'aime trop Amel Chabi, c'est pour ça que j'en reparle, mais dans son podcast, elle dit que là, elle a quoi? Elle a la quarantaine, cinquantaine, tu vois. Pourtant, elle a une carrière déjà bien accomplie. Et là, elle remonte sur scène, elle refait des stand-up, parce qu'elle dit, il faut que je sois à la page, il faut que je me challenge et tout. Ouais. Et tu devrais aller à Paris, parce que j'ai l'impression qu'ici, là, ce qui est le plus proche de la Suisse romande, c'est quand même Paris en termes d'humour et d'effervescence de cette scène-là. Ouais. Là, Paris, c'est un peu saturé. Donc, honnêtement, pour avoir des scènes dans certains comedy clubs, maintenant, c'est
février 2026, je pense. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, c'est saturé de fou. Il y a tout le monde qui s'est mis. Ouais. Donc c'est compliqué. Donc pour l'instant, je suis un peu là, en faisant un peu sa place, son trou en Suisse romande. Et ensuite, le problème avec la Suisse romande, c'est qu'effectivement, tu peux pas jouer tous les soirs comme à Paris, où t'as plein de comedy clubs, où tu peux jouer 4 fois dans la même journée. Donc tu joues. Tu dois vite te déplacer, tu dois faire Genève, Lausanne, Fribourg pour pouvoir jouer. Donc ça, c'est compliqué aussi en Suisse romande de se perfectionner parce que des fois, t'as pas assez de scènes. Donc effectivement, il faut vite bouger à Paris ou à Lyon. Maintenant, tu peux aller à Lyon. Ouais. T'as pas mal de scènes. Donc ça, c'est la difficulté du paysage humoristique suisse, c'est que l'offre est pas toujours là. Mais ça commence à popper quand même. Il y a un peu des petits comédie clubs dans des bleds paumés et c'est cool, mais il faut y aller dans ces bleds paumés des fois pour 6 heures de trajet, 10 francs de chapeau et un bide. Donc c'est pas toujours super rentable, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais moi je suis pas fermée à l'idée d'aller jouer ailleurs. Mais pour l'instant, j'essaie de prendre bien mes marques en Suisse romande et puis ensuite on verra quoi. Ok, trop bien. Ouais. Et je crois qu'on va conclure. Super. On va conclure là-dessus. En tout cas, j'espère te voir avec ton spectacle complet de 1h, 1h30. Ce serait incroyable, ce serait trop bien. Merci. Et puis ton mémoire aussi, que tu dois bientôt rendre. Donc j'espère que tout se passera bien. Tout à fait. Et puis en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Cool. Merci à toi, c'était cool.